Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'exercice numéro 5 de la série 2. Alors, cet exercice traite un peu de la partie diffraction, méthode du compteur, méthode de Debye-Scherrer, mais il traite également du dernier chapitre, donc sur l'identification des substances. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant le cours, donc j'ai attendu d'avoir vu le chapitre 6, et maintenant on peut voir cet exercice-là. Vous avez les notions nécessaires et suffisantes pour comprendre ce qui va suivre. Alors dans cet exercice, on nous dit que on veut préparer le composé de formule BaFe12O19, donc un oxyde de barium et de fer. Et pour cela, on va chauffer le mélange XBAO plus YFe2O3, c'est-à-dire des coefficients stoichiométriques X pour BAO et Y pour Fe2O3. On va les chauffer à une température T pendant 24 heures. Et on va analyser le produit de la réaction. Et cette analyse, on va la faire par diffraction des rayons X. On trouve alors 9 raies avec les angles suivants. 19,08 jusqu'à 55,40 degrés, en 2θ bien sûr. Alors on nous dit dans la question 1 que la réaction a donné un mélange de deux composés de symétrie cubique. Donc il y a eu réaction peut-être, on va le voir, et elle a donné lieu à deux composés de symétrie cubique. Et on nous demande d'identifier le système de raies de chacun d'eux. Ensuite, de déterminer le mode de réseau de chaque composé et d'identifier à l'aide, nous n'avons pas les fiches ASTM, mais les distances interréticulaires qui sont tirées des fiches ASTM de plusieurs composés possibles, et donc d'identifier quels sont les deux composés qui ont été formés. Et ensuite, à la fin, on nous demande de calculer le paramètre de chacun des composés, puisque tous les deux sont de symétrie cubique. Alors vous allez voir, c'est très facile. Bon, pour la première partie, on a déjà fait pas mal d'exercices pour ceci. Vous êtes maintenant rodé. Pour cette partie de l'identification, vous allez voir que c'est très facile. Alors la réaction de synthèse a donné lieu à un mélange de deux composés cubiques tous les deux. Alors pour isoler le système de raies de chaque composé, on fait comme d'habitude. On calcule d'abord les D de HKL. Et ensuite, on calcule les rapports D1 sur DI. Alors, première remarque, on a les 2θ avec deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire au centième, c'est quand même relativement précis. Donc, les D de HKL, on les donne avec 4 chiffres après la virgule. Même si vous les donnez avec 3 chiffres, ce n'est pas grave, mais le mieux, c'est de les donner avec 4 chiffres après la virgule. D'accord? Et on calcule donc tous les DHKL des plans de 1 à 9. Ensuite, on fait les calculs des rapports D1 sur DI. Alors D1 sur D1, c'est 1 toujours. Et puis, on a la succession des valeurs que vous voyez là. Alors, lorsqu'on regarde ces valeurs, vous savez que pour un cubique simple, on a la succession 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, racine de 6, racine de 8. Pour un mode centré I, 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, racine de 6, racine de 7. Et pour un mode F, 1, racine de 4 tiers, racine de 8 tiers, racine de 11 tiers, racine de 12 tiers, etc. Et bon, vous connaissez ces valeurs-là. Donc là, je vois 1,15. 1,15, c'est racine de 4 tiers. C'est caractéristique d'un mode F. Si je poursuis, 1,46, je ne vois pas ce que c'est. Donc ça ne correspond à rien, à aucune valeur que l'on connaît, à aucune racine. 1,63, c'est racine de 8 tiers. 1,69, c'est rien. Ça ne correspond à rien qu'on connaisse. 2, c'est racine de 4, c'est-à-dire racine de 12 tiers. 2,31, c'est racine de 16 tiers. Et donc, finalement, on a toutes les valeurs des D de HKL. Donc, la première raie, la deuxième, la quatrième, la sixième et la septième, elles appartiennent à une seule phase, qu'on appellera la phase 1. Donc les raies 1, 2, 4, 6 et 7 appartiennent à la phase
1, qu'on appellera 1, et il a un mode de réseau F. Alors on va prendre maintenant les raies qui restent. Bon, la première et la deuxième appartiennent au premier composé, donc la troisième appartient au deuxième composé. Donc on va supposer que c'est celle-là la première, on va diviser par les autres. Donc ça va nous faire D3 sur DI. Alors D3 sur D3 c'est 1, ensuite 1,11, 1,15, etc. Et on voit que là encore, nous avons les valeurs 1,15 caractéristiques d'un mode F, 1,63 caractéristiques d'un mode F et 1,91. 1,91 c'est la valeur de racine de 11 tiers. Et donc finalement les raies 3, 5, 8 et 9 appartiennent à la deuxième phase. Et cette phase a également un mode de réseau F. Donc vous voyez, à partir des rapports D1 sur DI et d'un spectre inconnu au départ, on sait seulement qu'il s'agit de deux composés cubiques, et bien on fait les rapports D1 sur DI. Une première fois, ça nous permet de dégager la première phase, et les raies qui restent, ce sont les raies qui appartiennent à la deuxième phase. On leur fait également D1 sur DI de ces raies qui restent, et on trouve donc qu'il s'agit d'un mode F pour la deuxième phase. Donc les deux systèmes cubiques que nous avons, les deux composés cubiques que nous avons, sont tous les deux cubiques avec un mode de réseau F. Alors on veut savoir maintenant quels sont ces composés. Alors pour cela, on nous donne un tableau avec pas mal de composés, mais déjà, qu'est-ce qui peut se passer pour bien comprendre à quoi sert l'identification? Qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on fait une réaction entre X mol de BaO et Y mol de Fe2O3 à une température T pendant 24 heures? Le but, bien entendu, c'est de préparer, de synthétiser, d'élaborer BaFe12O19, mais il y a plusieurs possibilités, plusieurs cas sont possibles. D'abord, le premier cas, c'est XBaO plus YFe2O3 nous donne XBaO plus YFe2O3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Alors, il n'y a pas eu de réaction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'information. Nous avons une information, c'est que à cette température à laquelle on a fait la réaction, la réaction n'a pas eu lieu. Donc, il faut changer de température. Généralement, il va falloir augmenter la température, puisque nous avons toujours les mêmes produits de départ. Donc, il faut augmenter la température de la réaction. C'est ça ce que ça veut dire. Deuxième chose, ça nous donne BaFe12O19, c'est-à-dire 1 mol de BaO et 6 mol de Fe2O3, et nous avons donc notre BaFe12O19. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la réaction est totale. Donc on a bien fait notre travail. Et normalement, pour cette réaction, on doit avoir X égale à 1 et Y égale à 6. C'est-à-dire comme ça. Donc dans ce cas, il n'y a rien à faire. Le produit est bon. On l'analyse, on trouve qu'il y a une seule phase. La réaction est terminée, la réaction est totale. Troisième possibilité, donc à partir de notre mélange, on trouve le produit que l'on recherche, BaFe2O19, mais on trouve également quelques traces de BaO, c'est-à-dire on va trouver des raies de BaO avec une intensité un peu faible parce que la quantité de BaO est faible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la réaction a eu lieu, mais on avait un excès de BaO au début. Ça veut dire qu'on s'est trompé dans la pesée, donc on n'a pas pesé la bonne masse de BaO. Il nous faut 1 mol de BaO, nous avons pris plus d'1 mol, donc une partie, 1 mol a réagi, 1 mol avec 6 mol, et le reste de BaO, il est resté tel qu'il est, donc, et il donne, ces raies lui aussi sortent dans le spectre, mais avec une intensité faible. Même chose, dans le cas suivant, c'est on trouve le produit, mais avec un excès de Fe2O3. Donc ça veut dire qu'on s'est trompé sur la pesée, sur la masse de Fe2O3. Cinquième possibilité, c'est de trouver BaFe2O19, Fe2O3 et BaO. C'est-à-dire les produits de départ et le produit recherché. Mais les produits de départ,
ont des raies avec une intensité faible, ça veut dire qu'ils sont en faible quantité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la réaction a commencé, donc on a formé le produit, mais qu'il n'est pas encore terminé puisqu'il reste encore les produits de départ. Donc à ce moment-là, il faut prolonger le temps ou alors augmenter un tout petit peu la température. Mais généralement, on augmente plutôt le temps, on prolonge le temps. On a fait 24 heures, on va la laisser 6 heures de plus par exemple, on va faire 30 heures. Et comme ça, on donnera le temps à ces excès donc, de réagir entre eux pour donner le produit que l'on cherche. D'autres possibilités, c'est que ces mélanges nous donnent BaF2O4, ça n'a rien à voir avec notre produit, mais c'est possible, c'est un produit donc, où il y a du barium, du fer et de l'oxygène, ou alors Ba5Fe2O8 ou Ba8Fe8O21. Ça veut dire qu'on s'est trompé dans les masses, ou alors on a un mélange avec BaF2O19 avec l'une de ces phases, donc il y a un problème. Il y a un problème de coefficient stoichiométrique. Alors pour savoir dans quel cas on est, à chaque fois qu'il fait une préparation, une réaction chimique, on analyse le produit qui est obtenu et on va consulter les fiches. Quelles fiches? Eh bien de ce composé-là, BaO, Fe2O3, BaF2O19, BaF2O4, Ba5, tous les produits dans lesquels il y a du barium, du fer et de l'oxygène. Et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est comme ça qu'on raisonne. Donc on fait une réaction chimique, on voit toutes les possibilités. Nous on cherche ça, mais il est possible d'avoir tout ça. Enfin, l'un de ces cas. Et donc, pour chercher les fiches, on cherche les fiches correspondant à chaque cas. Donc pour savoir ce qui s'est passé, il faut analyser le produit de la réaction par diffraction de R1X et consulter la base de données JCPDS pour identifier le ou les composés obtenus par cette réaction. Il faut alors d'abord calculer des 2HKL à partir des raies mesurées, c'est ce qu'on a fait. Chercher les fiches des composés susceptibles d'être formés entre Ba, Fe et O, c'est ce que je viens de dire. Donc on a BaO, Fe2O3, Fe2O19, Fe2O4, etc. Donc chercher toutes ces fiches-là. Bon, pour l'exercice de TD, on vous donne les valeurs de D2HKL de ces composés, mais lorsque vous allez faire le TP, eh bien, vous aurez des fiches que c'est à vous de consulter et de voir quels sont les composés donc, susceptibles d'être formés. Ensuite, il suffit de comparer les D2HKL de nos composés, du spectre que l'on a, avec celles des fiches PDF et identifier le composé ou les composés obtenus. Une fois qu'on a trouvé les composés, qu'on a identifié ces composés, si l'un de ces composés est cubique, on va l'indexer, on va indexer toutes les raies. Et généralement, on nous demande également de calculer son paramètre. Donc voilà. Alors dans cet exercice, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, je vous donne uniquement les D2HKL des composés, mais en TP, vous aurez les fiches complètes, donc avec les D2HKL, mais également les intensités relatives. Comme ça va vous faciliter l'identification. Bien, maintenant on peut faire l'identification. Donc voilà notre spectre, et voilà les produits possibles. Donc, dont on a, et ces valeurs, je les ai tirées des fiches ASTM. Donc je prends la première raie. Bon, comme je n'ai pas d'intensité relative, ni pour le composé, ni pour les fiches, je commence par la première raie. Si j'avais, comme ce que vous allez faire en TP, si j'avais les intensités relatives des raies, ici et là, je choisirais la raie la plus intense et j'irai la chercher. Mais là, je commence par la première raie. Alors j'ai un D2H4 de 4,6478 angstrom, je cherche ici. 368, non, 465, c'est possible. 465 ou 6400, bon, c'est possible. Je regarde la deuxième raie, 4,427. Donc la première, je l'ai trouvée. Je cherche la deuxième, 4,427, et il n'y est pas. La troisième, 4,11, et il n'y est pas.
Bon, apparemment, ce n'est pas le bon. 3,20, 3,17, bon, proche, mais c'est pas ça. 2,68, je ne l'ai pas. Et 2,56, je ne l'ai pas. Donc, il y a une seule raie qui correspond, c'est la première raie. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je cherche un autre élément. Avec toujours, je cherche 4,6478, à peu près, parce que bon, ça, c'est des valeurs que nous avons mesurées et sont entachées d'une petite incertitude. Donc, on ne va pas trouver exactement la même valeur. On va trouver une valeur proche. Et bien, quand je regarde dans le tableau, 4,65, 3,17, 15, 6476, apparemment, cette valeur, elle colle. Je regarde la deuxième, 4,0250, 4,0244, c'est bon. 2,8461, 2,8458, proche, c'est bon. 2,3238, 2,3237, c'est bon. 2,0125, 2,0125. 1,800, je ne l'ai pas. Mais j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Pourquoi je n'ai pas la 1,800? Eh bien, certainement, parce que normalement il devrait sortir ici entre la 8e et la 9e, ben certainement parce que son intensité est très faible. Donc on ne l'a pas vue. On n'a pas pu la mesurer. Mais on a pu quand même trouver 5 raies et qui correspondent à ce composé BA8 FE8 O21. Donc la première phase, c'est BA8 FE8 O21 avec les raies 1, 2, 4, 6 et 7. Regardons maintenant celle qui reste. La première, c'est 3,1730. Je regarde 3,6800, non. 4,65, non. 3,1631, c'est bon, ça colle. La deuxième, c'est 2,7480. Je regarde 2,7478, c'est bon. La troisième, 1,9431. Je l'ai, c'est bon, 1,9431. Et la dernière, 1,6571, je l'ai également. Donc j'ai les 4 raies. Donc les raies 3, 5, 8 et 9 appartiennent au composé BAO. Donc vous voyez que finalement, à partir des D de HKL, je compare avec les D des fiches et j'arrive à identifier les deux composés. En TP, c'est encore plus facile parce que vous avez les intensités relatives. Vous commencez par la raie la plus intense. Ça va vous faciliter beaucoup la recherche. Alors maintenant qu'on a identifié ces phases, il faut calculer les paramètres. Et on nous dit calculer le paramètre le plus précis. Alors on ne va pas revenir sur la démonstration de cette relation. Nous l'avons démontré à partir de la relation de Bragg en faisant intervenir les logarithmes et les différentiels. Et les dérivés, pardon. Et donc on a cette relation delta A sur A égale à delta D sur D égale cotangente θ delta θ. Si on vous demande à l'examen donc le paramètre le plus précis, donc vous donnez seulement cette relation. Ne démontrez pas la relation, donnez la relation telle qu'elle est. Et vous me dites bien sûr, la précision elle est meilleure aux grands angles, car cotangente θ diminue, et donc delta A sur A diminue lorsque θ augmente. Donc la précision delta A sur A, la précision est meilleure, l'incertitude diminue, l'erreur diminue lorsque θ augmente. Donc si on veut moins d'erreurs, on doit calculer avec des θ élevés, les raies qui correspondent à θ élevé. Et on va voir, comme on a dit dans les exercices précédents, on va calculer le paramètre A à partir des 3 dernières raies. On va faire la somme pour la phase 1 de A4 plus A6 plus A7. Et on a une valeur de 8,0496 angstrom. Et pour la phase 2, on a une valeur de 5,4958 angstrom. Donc c'est un calcul qu'on a l'habitude maintenant de faire. C'est pour ça que je passe très rapidement. Sachant que A4, c'est D4 fois racine de H4 carré plus K4 carré plus L4 carré, etc. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est déjà bien assimilé. Donc on passe directement au calcul. Bien sûr, vous, à l'examen, il va falloir développer, mais ici, ce n'est pas la peine de perdre du temps à développer, puisque c'est évident.
Voilà, avec ça, j'espère que vous avez compris donc ce chapitre 6 sur l'identification des substances, mais sachez que une fois qu'on a les D2HKL, il est très très facile donc de trouver et d'identifier les composés, en particulier, surtout si vous avez les intensités relatives, telles que vous allez voir en TP, Inch'Allah. Voilà, merci de votre attention.